Si vous laissez tomber un aimant dans un tuyau en cuivre, il semble subir une force de résistance qui agit contre lui, malgré le fait que le cuivre ne soit pas magnétique. Cela est causé par les aimants qui génèrent un courant électrique dans le cuivre, appelé courant de Foucault. Les courants de Foucault génèrent dans le cuivre un champ magnétique s'opposant à l'aimant permanent, comme une force de frottement invisible et sans contact entre l'aimant et le cuivre. Maintenant, mon plan est d'utiliser un disque métallique et un disque rempli d'aimants montés très près les uns des autres pour potentiellement créer une sorte d'embrayage magnétique pour changer le système d'engrenage d'un vélo. J'ai découpé deux disques sur ma fraiseuse CNC, un en aluminium et un en cuivre. Je ne suis pas sûr du meilleur matériau pour cette application. Je penserais au cuivre, bien plus conducteur que l'aluminium, mais Google affirme que l'aluminium est meilleur avec un article à l'appui. La plupart des démonstrations de courant de Foucault utilisent un tube en cuivre, probablement car ils sont plus faciles à trouver en plomberie. Dans une récente vidéo de Veritasium sur l'aimant le plus puissant, il fait tomber une plaque de cuivre et une d'aluminium dans un champ magnétique puissant. La plaque d'aluminium tombe plus lentement, signe d'une résistance accrue. J'ai donc imprimé cet axe en 3D pour que les disques tournent librement sur le banc d'essai. Je peux ensuite placer des aimants de chaque côté du disque sans contact. Je peux ensuite suspendre un poids avec une ficelle pour appliquer un couple constant au disque, ce qui permet de mesurer la résistance des aimants. Voici la vitesse de descente avec et sans aimants. Le test sans aimant est plus lent que la chute libre, car il doit vaincre l'inertie du disque. Mais comment l'aluminium se compare-t-il au cuivre? Le cuivre a clairement la meilleure force de freinage, car un disque en cuivre tourne 38% plus lentement qu'un disque en aluminium. Ce qui est logique, puisque le cuivre est environ 54% plus conducteur électriquement que l'aluminium. La plaque de cuivre tombe sans doute plus vite dans la vidéo de Veritasium, car elle est plus de 3 fois plus lourde que l'aluminium. Même si la résistance dans le champ magnétique peut être plus forte, le poids de la plaque fausse les résultats. En fait, même si je fais mon test sans les aimants, le cuivre gagnera quand même à cause de l'inertie supplémentaire du disque plus lourd. Ainsi, je mesure le régime du disque uniquement à la fin de la descente, quand il a atteint une vitesse constante. Avec les matériaux dont je dispose, le cuivre l'emporte clairement en performance de freinage. Mais à près de 6 fois le prix et 3 fois le poids, l'aluminium pourrait mieux convenir à d'autres usages. Le facteur suivant à prendre en compte est l'orientation de l'aimant. Dans ce premier test, j'ai tous les aimants montés avec leurs pôles alignés, donc la face nord est orientée vers la caméra. Mais que se passe-t-il si j'inverse un ensemble d'aimants? On aurait alors une configuration nord-sud-nord. Cela ralentit encore plus le disque, car les courants de Foucault dans le disque de cuivre sont produits par une variation du champ magnétique. Donc, le fait d'avoir un champ magnétique qui change avec les aimants inversés génère des courants de Foucault plus forts dans le cuivre et donc plus de résistance. Ensuite, je voulais tester ces petits aimants cubiques car je peux les placer plus serrés autour du périmètre du disque. Ces résistances sont telles qu'il faut augmenter le poids. J'ai aussi testé les aimants cubiques en damier, mais les résultats étaient moins bons. Ayant utilisé des aimants d'anciens projets, je dois en trouver de nouveaux pour cette configuration-là. La meilleure option que j'ai pu trouver en ligne, ce sont ces aimants cubiques de 10 mm, qui devraient être plus performants que les précédents de 8 mm. J'en ai donc commandé 200. Mais sur le banc d'essai, ils ont eu des performances similaires aux petits aimants, malgré un volume doublé, ce qui m'a fait penser que leur qualité fausse les résultats. Après une recherche sur Google, il apparaît que ces aimants en néodyme ont de nombreux grades et semblent de qualité inférieure. J'ai donc cherché un vendeur réputé d'aimants de qualité N52, qui semblent être les plus puissants. Ils coûtaient 2 fois plus cher, mais c'est clair. En fixant les aimants bon marché à mon étau, je n'ai pu suspendre qu'un poids de 1,2 kg dessous. Avec l'aimant N52, il supporte environ 2 fois et demi ça. J'ai donc imprimé un support adapté, et comme vous le voyez, la résistance est telle que le disque bouge à peine. Donc maintenant que nous savons que la combinaison de ces aimants de haute qualité et de ce disque en cuivre produit une force de résistance aussi élevée, comment allons-nous installer cela sur un vélo? Je prévoyais de fixer le disque en cuivre au rayon de la roue arrière, comme pour les poulies de moteurs électriques. Le souci, c'est que les rayons ne servent pas de point de fixation précis, rendant difficile la rotation parfaitement droite du disque en cuivre sans toucher les espaces entre les aimants. L'autre option est de tout fixer au filetage du moyeu, prévu seulement pour un pignon.
Donc, nous devons installer un disque en cuivre, un disque rempli d'aimants et un pignon sur ce filetage de 12,5 mm de large, qui a aussi deux diamètres et deux sens de filetage différents, dont le plus grand est apparemment un filetage impérial standard de vélo de 1,37 pouces de diamètre et 24 filets par pouce. Cela complique les choses, car je ne peux pas vraiment usiner ce filetage. Heureusement, Formlabs m'a envoyé leur imprimante Form 3+, et de la résine rigide 4K. Cette imprimante 3D durcit la résine avec un laser ultraviolet. Cela permet d'obtenir des pièces plus précises et, je l'espère, plus solides que mes autres imprimantes 3D. Une fois l'impression terminée, elle doit être nettoyée à l'alcool isopropylique avant de passer par une dernière étape de durcissement aux ultraviolets pour s'assurer que la pièce soit aussi solide que possible. Après avoir retiré le support, on obtient un support pour le disque de cuivre avec le filetage fin du moyeu déjà imprimé. Une fois vissé, il est plus droit, mais reste à savoir s'il est assez solide. Je sais comment vérifier, car j'ai imprimé ce pignon arrière avec la même résine pour tester s'il supporte le couple de la chaîne sans abîmer les filetages du moyeu. Et étonnamment, cela a plutôt bien fonctionné pendant environ 1 mile sur un parcours mixte de plats et de légères montées, jusqu'à ce que ceci arrive. C'est un problème majeur pour le projet, mais cela m'a apporté des informations utiles. Comme le montrent les images, les fissures partent des dents du pignon vers le moyeu, suggérant que le problème vient de la conception du pignon, qui ne peut dépasser 3 mm d'épaisseur pour s'engrener avec la chaîne, et non du moyeu. Donc, l'étape suivante consiste à découper un grand disque en cuivre qui constituera une moitié de l'embrayage magnétique et entraînera directement la roue arrière. Ensuite, il faut de nombreux aimants sur un moyeu libre, entraîné par la chaîne. Mais combien en faut-il vraiment? Je suis retourné sur le banc d'essai et j'ai utilisé ce récipient d'eau pour faire varier le poids suspendu à l'axe, ce qui fait varier directement le couple appliqué au disque. Et cela a montré que le régime du disque est proportionnel au couple appliqué. Donc si on fait un graphique du couple selon le régime, ça donne une ligne droite. Le prochain test, l'effet du nombre d'aimants sur le régime. Chaque test avait un nombre différent de jeux d'aimants, chaque jeu comprenant 4 aimants, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ce résultat n'était pas linéaire. Ajouter des aimants ne réduisait pas proportionnellement le régime. Mais d'après le premier test, nous savons que le poids est directement lié au régime, donc nous pouvons en fait calculer le poids nécessaire pour atteindre 100 tours par minute pour chaque jeu d'aimants. On obtient ainsi un régime constant avec un couple variable, permettant de calculer la puissance dissipée qui, tracée à 100 tours par minute, donne une ligne droite. Donc, le nombre d'aimants dépend du transfert de puissance via l'embrayage, pas du régime. J'ai ensuite trouvé cette calculatrice en ligne pour calculer la puissance nécessaire pour faire du vélo à une vitesse donnée. Donc, disons que nous voulons rouler à 10 miles par heure, il nous faut une puissance d'environ 68 watts. Selon les tests, 5 ensembles d'aimants produisent 7,8 watts à 100 tours par minute. J'aurai par conséquent besoin de 44 ensembles de 4 aimants chacun, soit 176 aimants au total. Malheureusement, il y a un problème ici. Ces 100 tours par minute correspondent à la différence de vitesse entre le cuivre et les aimants, ce qui, à 16 km par heure, fait que la roue arrière, et donc le disque de cuivre, tournera à 135 tours par minute. Donc, les aimants doivent tourner 100 tours par minute plus vite que cela, soit à 235 tours par minute. Cela peut sembler beaucoup, mais grâce au rapport de démultiplication du vélo, je dois seulement pédaler à environ 84 tours par minute pour maintenir l'écart de vitesse, ce qui est réalisable. Je me suis aperçu qu'il était plus économique d'acheter ces aimants par 100, alors j'en ai pris 200 pour être sûr, ce qui a épuisé leur stock. Avoir 200 aimants correspond à 50 ensembles, ce qui devrait entourer parfaitement le périmètre du disque en cuivre. J'ai monté en force des roulements sur un adaptateur adapté au filetage du moyeu, puis inséré ces roulements dans le pignon arrière, doté de trous pour fixer un disque destiné aux aimants, découpé dans de l'aluminium. Une fois tout installé sur le vélo, on comprend mieux le fonctionnement. La chaîne fait tourner le disque en aluminium qui contiendra les 200 aimants sans être lié à la roue arrière ou au disque en cuivre grâce au roulement.
Les pédales et la roue arrière fonctionnent indépendamment, la roue arrière n'étant entraînée que par les aimants induisant un courant dans le disque de cuivre. J'ai imprimé en 3D un support d'aimant en résine transparente sur la forme 3 avec un excellent résultat. Les aimants sont ensuite positionnés en polarité inversée et fixés au disque en aluminium avec quelques boulons. En pédalant, on voit clairement l'effet des aimants sur la roue arrière, ce qui est prometteur car ce n'est que 10% du total prévu. Un problème subsiste, la chaîne colle aux aimants. Pour l'éviter, il a fallu espacer davantage les aimants, repenser et imprimer de nouveaux moyeux pour déplacer l'embrayage et utiliser un disque en aluminium plus épais pour qu'il ne se déforme pas. De plus, les aimants collants au rayon, j'ai rapproché ces derniers avec des colliers de serrage pour les écarter de l'embrayage. Ce n'est pas idéal structurellement, mais c'est un prototype. Les aimants peuvent désormais tourner sans coller à la chaîne, au rayon ou au cadre en acier du vélo. On constate que l'embrayage accélère la roue quand les pédales tournent et freine quand elles s'arrêtent. Il ne nous reste plus qu'à installer les 180 aimants restants pour tenter d'augmenter le transfert de couple via l'embrayage. Malgré la roue arrière bloquée et la forte résistance sur les pédales, les aimants tournent encore. Et lorsque les pédales sont bloquées, la roue peut aussi tourner et subit la même résistance à travers l'embrayage. Cependant, lorsque les deux peuvent tourner, les pédales entraînent la roue arrière sans effort, et la force de freinage arrête la roue presque instantanément. Je pense qu'il est temps de tester ce truc et de voir si on peut vraiment avancer grâce à la puissance des aimants. Allons-y. D'accord, ça fonctionne plus ou moins. J'ai l'impression d'être au ralenti. Voyons ce qui se passe si j'arrête de pédaler. Je peux vraiment sentir cette résistance à travers les aimants. On tourne. La côte maintenant. Je galère un peu. Je peux encore bouger. Je n'arrive pas à prendre beaucoup de vitesse là. Essayons de pédaler plus vite. Ok. Je veux dire, ça marche. Je pense que je vais devoir ajuster la tension de la chaîne parce qu'on dirait qu'elle colle aux aimants et qu'elle commence à sauter du pignon. Donc, on va resserrer un peu. En théorie, pédaler plus vite devrait générer plus de couple selon mes tests, mais ici je ne fais qu'égaler la vitesse du cuivre. Si j'arrête de pédaler, je ressens vraiment la résistance. C'est une sensation vraiment étrange parce que je ne suis pas directement relié à la roue arrière, donc j'ai presque l'impression de faire patiner la roue si je mets trop de force. C'est très difficile de garder une vitesse de pédalage constante avec la roue arrière. D'accord, c'est parti, je bloque les pédales. Ce n'est pas aussi puissant qu'un frein classique, mais ça le freine un peu. En fait, il nous faudrait vraiment un pignon avant plus grand pour augmenter le rapport de transmission. On a l'impression d'être en petite vitesse à cause de la différence de régime entre les aimants et le cuivre. Pour générer des courants de Foucault, les aimants doivent de bouger plus vite que le cuivre. Donc, j'ajuste le rapport des pignons pour que les aimants tournent plus vite. J'ai remplacé le pignon d'origine de 45 dents par un pignon de 68 dents que j'ai usiné moi-même, ce qui devrait augmenter le rapport. Son diamètre est de 280 mm, la taille maximale pour ce cadre de vélo. Heureusement, lorsque j'achète des chaînes neuves, elles sont légèrement plus longues que ce dont la plupart des vélos ont besoin. Donc, je n'ai pas eu besoin d'en assembler deux pour obtenir la longueur supplémentaire. Cela m'a vraiment aidé lorsque je faisais du vélo, car j'ai pu maintenir une vitesse assez correcte en roulant sur terrain plat. Expliquer la sensation de cet embrayage magnétique est difficile, car elle est unique. Sur terrain plat et lisse, tant que les aimants tournent plus vite que la roue, le couple dépend de ma cadence de pédalage. La force de freinage augmente à grande vitesse à cause de l'écart de tours par minute entre les aimants et le cuivre, ce qui n'est pas idéal pour arrêter totalement le vélo. Si vous voulez juste ralentir, cela offre des avantages sur un frein classique car il n'y a pas de friction, ce qui économise les plaquettes.
Et voilà pour le résumé des points positifs de ce système. Alors, est-ce que je vous recommanderais de construire ça pour votre propre vélo? Certainement pas. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de monter des côtes, il a vraiment du mal. C'est comme rouler sur du sable. Chaque coup de pédale demande beaucoup d'efforts et on avance à peine. On pourrait penser que j'ai un petit braquet, car les pédales tournent plus vite que la roue. La grande différence de tours par minute entre les aimants et le cuivre entraîne une résistance très élevée. J'appuie fort sur les pédales sans avancer. J'étais épuisé après avoir monté cette simple colline, et si vous vous demandez où passer mon énergie, eh bien, en rentrant, j'ai sorti ma caméra thermique. J'espère que cela rend les choses plus claires. Le disque en cuivre a chauffé d'environ 20 degrés Celsius, soit environ 8000 joules d'énergie perdue selon sa masse et la capacité calorifique du cuivre. J'espérais que cela simulerait une transmission à variation continue, permettant de pédaler à la vitesse souhaitée pendant que l'embrayage adapte le couple selon l'inclinaison du terrain. Toutefois, l'énergie thermique gaspillée rend le pédalage plus difficile, sans avantage sur une transmission directe par chaîne. Mais bon, j'avais une idée et je voulais la tester.